C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'inauguration du plus grand barrage hydraulique d'Afrique. L'Éthiopie a mis 14 ans avant de terminer l'ouvrage. Cette construction a été source de conflits avec de nombreux pays situés en aval du Nil, notamment l'Égypte. Les détails dans un instant. Ces témoignages qui donnent de la voix aux Soudanais qui souffrent de la guerre. Des populations ayant fui la ville d'El Fasher racontent leur calvaire. La capitale du Nord Darfour, contrôlée par l'armée soudanaise, est assiégée par les paramilitaires des forces de soutien rapide. On fera le point dans ce journal. Et puis les matchs éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le Sénégal a remporté la rencontre face à la République démocratique du Congo. Les Lions de la Teranga ont récupéré la première place du groupe et avancent sûrement vers une qualification. Les réactions à Kinshasa à la fin de cette édition. Mais avant de développer ces titres, cette attaque dans l'est de la République démocratique du Congo. Au moins 71 personnes ont été tuées dans la nuit de lundi à mardi par les rebelles ADF, des rebelles qui ont prêté allégeance au groupe État islamique. Ils ont massacré plus d'une centaine de civils depuis fin juillet. L'Éthiopie a inauguré ce mardi le plus grand barrage hydraulique d'Afrique. Il aura fallu 14 années de travail pour mettre en fonction cet ouvrage, une construction source de fortes tensions avec les pays situés en aval du Nil. La correspondance régionale de Bastien Renouille. C'est un pas de géant pour le développement de l'Éthiopie qui va multiplier par 2 sa production électrique alors que près de la moitié de la population du pays n'a pas accès à l'électricité. C'est un événement célébré en grande pompe par le Premier ministre Abiy Ahmed qui accueillait les présidents de Djibouti, de la Somalie ou encore du Kenya, des pays voisins et alliés. Mais à noter l'absence de 2 pays extrêmement importants, le Soudan et l'Égypte, 2 pays situés en aval du Nil qui ont extrêmement peur de l'impact que peut avoir ce barrage sur leurs ressources en eau, eux qui dépendent grandement du Nil. Ils craignent que le niveau du fleuve baisse. Écoutez ce spécialiste. La compétition géopolitique entre l'Égypte et l'Éthiopie est historique. Et en ce moment, elle connaît l'un de ses moments les plus marquants de l'histoire moderne. Ainsi, ce différend, cet enjeu aujourd'hui, ne concerne pas simplement le débit du fleuve, mais pour les 2 pays, un sentiment de sécurité générale dans ce contexte géopolitique. Il y a bien eu des tentatives de négociation au cours des dernières années entre les 2 pays pour décider comment l'Éthiopie peut utiliser l'eau du barrage. Mais elles ont toujours échoué. Récemment, l'Égypte a été soutenue par les États-Unis. Régulièrement, Donald Trump critique le barrage et l'utilisation que va en faire l'Éthiopie. Et puis, au cours des derniers mois, l'Égypte a déployé des soldats en Somalie, pays frontalier de l'Éthiopie. Officiellement, ces soldats sont là pour aider le gouvernement somalien à lutter contre le groupe terroriste islamiste Al-Shabaab. Mais l'Éthiopie perçoit leur présence comme une menace. Cette audience de la Cour pénale internationale, la CPI, doit se pencher sur des accusations de crimes de guerre contre Joseph Kony, ce chef rebelle ougandais dont l'armée de résistance du Seigneur a semé la mort et la terreur dans son pays. La CPI doit décider si oui ou non il y a ouverture d'un procès, en l'absence du principal accusé, toujours en fuite. La correspondance à La Haye de Stéphanie Mopa. Joseph Kony compte 20 ans de cavale à son actif depuis l'émission d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale en juillet 2005. Et faute d'arrestation, la Cour a donc décidé de tenir des audiences de mise en accusation en son absence. Ce n'est pas un procès, ce sont simplement des audiences, 3 jours d'audience de mise en accusation au cours desquelles les juges vont revoir les charges qui sont portées dans le mandat d'arrêt, charges de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre pour notamment les meurtres, les tortures. Et vous vous rappelez les enlèvements de plus de 60 000 enfants tout au long de cette guerre, des enfants qui ont été ensuite enrôlés comme combattants ou qui sont devenus les esclaves domestiques ou sexuels des combattants de cette armée assez terrifiante. Au cours des audiences d'aujourd'hui, l'accusation a rappelé les obligations des États à arrêter Joseph Kony ou à permettre sa reddition, et ce n'est pas totalement illusoire puisque au cours des dernières années, on sait que des centaines de combattants de cette sinistre milice se sont volontairement rendus aux autorités ougandaises. Mais les avocats de la défense de Joseph Kony ont rétorqué au procureur qu'avec cette procédure et qu'avec le mandat d'arrêt qui est porté contre le seigneur de guerre, il y a très peu de chances que Joseph Kony décide de se rendre volontairement.
Au large de la Tunisie, la flottille en partance pour Gaza avec de l'aide humanitaire aurait été attaquée par un drone selon des militants. Les autorités tunisiennes, quant à elles, ne parlent pas de drone mais d'accident provoqué par un mégot de cigarette. On fait le point avec notre correspondante à Tunis, Lilia Blaise. Le ministère de l'Intérieur tunisien soutient la thèse de la garde nationale, comme quoi il s'agirait d'un incendie déclenché par un mégot de cigarette dans des gilets de sauvetage. Lors de la conférence de presse qui s'est tenue de la Global Soumout Flotilla ce matin, les témoins oculaires appuient la thèse selon laquelle ils auraient bien vu un drone qui aurait lancé un engin non identifié de nature incendiaire sur le bateau et ensuite qui a déclenché cet incendie qui a été ensuite maîtrisé par les membres du bateau. 2 témoins oculaires donc disent bien avoir vu ce drone, plus en effet des caméras de surveillance dont les vidéos ont été amplement relayées sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, une enquête est en cours pour déterminer ce qui s'est réellement passé, mais comme vous l'avez dit, les participants de la Global Soumout Flotilla se disent vraiment déterminés à partir mercredi 10 septembre. Le départ a été reporté à plusieurs reprises à cause de problèmes logistiques, de mauvaises conditions météorologiques. Donc on sent que là, il y a une vraie détermination à faire ce départ collectif mercredi. Il faut rappeler que ce départ, c'est à la fois des bateaux de la flottille en provenance de Barcelone, dont le Family Boat qui a été visé cette nuit. Le Family Boat sur lequel il y a la militante Greta Thunberg, la députée européenne Rima Hassan ou encore l'activiste brésilien Thiago Avila. Donc ces bateaux-là doivent partir avec les bateaux tunisiens qui sont aussi composés de plusieurs délégations, plus d'une quarantaine. C'est en tout entre 40 et 60 bateaux qui devraient quitter le port de Sidi Bou Saïd à Tunis demain. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une détermination, mais aussi une vraie solidarité entre tous les participants à la flottille qui veulent vraiment insister sur le fait qu'ils sont dans une démarche complètement pacifique et qu'ils veulent amener donc des dons humanitaires jusqu'à Gaza. La rapporteuse spéciale de l'ONU, Francesca Albanese, qui est sur place à Tunis, a elle réclamé à ce que la flottille soit davantage sécurisée et a dénoncé les pays européens complices, selon ses mots, du génocide à Gaza. Elle a également déclaré que finalement c'était cette complicité qui poussait justement des mouvements citoyens tels que la Global Soumout Flotilla à se créer et donc c'est aussi ce qui les expose, vu que ce sont des mouvements entièrement citoyens, à ce genre d'incidents. On en vient à ces témoignages en provenance d'Al-Fasher, au Soudan. Des personnes ayant réussi à fuir la capitale du Nord Darfour racontent leur calvaire. La ville est assiégée par le groupe paramilitaire des forces de soutien rapide qui tente cette ville sous le contrôle de l'armée soudanaise. Laurent Berstécher. Arrivé dans le camp de déplacés d'Al-Daba il y a une semaine, Ahmed Hadjali fait partie des centaines de milliers de Soudanais à avoir fui la ville d'Al-Fasher, assiégée depuis plus d'1 an par les forces de soutien rapide. Tous les jours, nous faisions face aux bombardements et aux humiliations. La situation est extrêmement difficile à Al-Fasher. Il n'y a plus de médicaments ni de nourriture, tout le monde en souffre. Dernier bastion de l'armée soudanaise au Nord Darfour, Al-Fasher se trouve aujourd'hui presque entièrement encerclé par les paramilitaires des FSR. Les rescapés décrivent une vie rythmée par les pénuries et les violences. Et alors que le spectre de la famine plane sur la ville, de nombreux habitants s'y nourrissent depuis plusieurs mois avec des restes, d'habitude destinés au bétail. L'embase est faite avec des restes industriels d'huile de cacahuète. Cette nourriture est normalement destinée aux vaches, mais ces 3 derniers mois, c'est tout ce que nous avions à manger. Près d'un demi-million de personnes ont quitté Al-Fasher depuis le début des combats en mai 2024, mais environ 300 000 autres restent pris au piège, incapables de payer les sommes exorbitantes réclamées par les trafiquants pour les aider à fuir. Les gens n'ont pas d'argent pour partir, cela coûte extrêmement cher. Ils sont donc obligés de rester. Nous les avons abandonnés. Al-Fasher revêt une importance stratégique cruciale pour les FSR, qui espèrent consolider leur emprise sur le Nord Darfour afin d'y installer un gouvernement parallèle.
Les Lions de la Teranga ont renversé les Léopards dans un match spectaculaire et dans une ambiance électrique. Le Sénégal a retourné la République démocratique du Congo 3-2 alors qu'ils avaient 2 buts de retard à la 36e minute de jeu. Conséquence directe, les coéquipiers de Sadio Mané récupèrent la première place du groupe B juste devant la RDC. À Kinshasa, les supporters sont forcément un peu déçus, mais ils gardent espoir. Écoutez leur réaction au micro de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangula. Bakambu a eu plus de 3 occasions. Ça allait tuer le match dès l'entrée de jeu. Manque de réalisme. Voilà, les Sénégalais sont restés sereins. Ils ont joué de bout en bout. Le Léopard a baissé sa garde. Et puis voilà, les Lions ont eu à dévorer les Léopards en RDC. Je pense qu'il y a aussi eu un petit problème au niveau du coaching. On aurait dû faire sortir certains joueurs, mais bon, malheureusement, le match a été tel qu'il a été. Donc on ne peut que garder espoir sur les 2 matchs qui viennent à venir. C'est une déception pour la nation parce que les jeunes étaient là, les supporters congolais étaient là pour le stade, pour appuyer l'équipe nationale, mais arracha le 3-2 et c'est vraiment une déception pour nous. Je pense que non, nous ferons un espoir pour les 2 matchs qui restaient. Voilà, et ensuite, on verra évidemment ces 2 matchs qui restent. Merci beaucoup, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.